Les points de Lagrange sont des positions particulières dans un système à deux corps, où un troisième corps de masse négligeable peut rester en équilibre sous l'effet combiné de la gravité et de la force centrifuge. Introduits par Joseph-Louis Lagrange au XVIIIe siècle dans le cadre du problème à trois corps, ces points sont essentiels en astrophysique et en mécanique céleste. Ils sont utilisés pour placer des satellites dans des positions stratégiques, facilitant ainsi l'observation de l'univers et les communications spatiales. On verra après pourquoi. Le concept des points de Lagrange repose sur une compréhension relativement fine de la dynamique orbitale et des forces en jeu, ce qui devrait être compréhensible par tout le monde, je l'espère en tout cas dans cette vidéo. Les points de Lagrange offrent des solutions particulières où l'interaction des forces permet un équilibre dynamique. C'est ainsi que ces points sont exploités dans de nombreuses applications spatiales, notamment pour les satellites d'observation et les missions interplanétaires. Leur existence et leur stabilité sont d'une grande importance pour comprendre l'évolution des systèmes astrophysiques, y compris la formation des systèmes planétaires et l'évolution des objets en interaction gravitationnelle. Dans un système gravitationnel simple, composé de deux corps de masse respective m1 et m2, les mouvements sont décrits par la loi de la gravitation universelle de Newton, où g est la constante gravitationnelle et d est la distance entre les deux masses. Il faut retenir que chacun de ces corps orbite autour du centre de masse commun, suivant les lois de Kepler. Ce que je veux dire par là, c'est que même dans le système Terre-Soleil, les deux corps orbitent autour d'un barycentre, même si le barycentre est quasiment confondu avec le centre de masse du Soleil. En fait, ceci est la première loi de Kepler. Contrairement à l'idée aristotélicienne d'orbite circulaire parfaite, Kepler a découvert que les planètes suivent des trajectoires elliptiques. Et une ellipse est une figure géométrique caractérisée par deux foyers. Dans le cas du système solaire, le Soleil est situé à l'un des foyers de cette ellipse. Cela a pour conséquence que la distance entre une planète et le Soleil varie considérablement au cours de son orbite. Et on appelle le périhélie le point où la planète est la plus proche du Soleil, et l'aphélie le point où la planète est la plus éloignée du Soleil. Retenez qu'une orbite très elliptique est dite très excentrique. Ça n'a pas de sens de dire que l'orbite est moins circulaire ou plus elliptique. On parle donc d'excentricité. L'excentricité de l'orbite, c'est le décalage entre le centre de l'orbite et l'un des deux foyers. Dans le cas de l'orbite de la Terre autour du Soleil, cette dernière est très peu excentrique. Mais quand même, elle n'est pas parfaitement circulaire, ce qui va avoir un impact pour plus tard. Une autre information importante est que la distance qui sépare le périhélie de l'aphélie est nommée le grand axe. Ainsi, on nomme la moitié du grand axe le demi-grand axe. Quand l'orbite est quasi circulaire, on peut dire que le rayon de l'orbite est égal au demi-grand axe. R est égal à A. On va utiliser ça pour la démonstration de la troisième loi de Kepler un peu après. Quoi qu'il en soit, les lois de Kepler décrivent la trajectoire des corps célestes avec une grande précision, expliquant comment les planètes, les satellites et les astéroïdes évoluent autour de leur étoile ou planètes respectives. Grâce à elles, les astronomes ont pu prédire avec exactitude la position des objets célestes, facilitant ainsi les missions spatiales et l'observation astronomique à long terme. Bon, même si elle ne va servir à rien dans cette vidéo, je préfère prendre quelques secondes pour expliquer la deuxième loi de Kepler. Dans le référentiel héliocentrique supposé galiléen, le segment reliant le centre du Soleil au centre de la planète balaie des aires égales au cours de durée égale. Imaginez que l'orbite est très excentrique. Alors, l'aire balayée par le segment proche du périhélie, pour que cette dernière soit égale à celle qui est proche de l'aphélie, la planète elle devra forcément couvrir une distance plus grande au périhélie et plus petite à l'aphélie en des durées égales. Cette loi signifie que la planète se déplace plus rapidement quand elle est proche du Soleil, au périhélie, et plus lentement quand elle est éloignée, à l'aphélie. Ainsi, la vitesse orbitale d'une planète n'est absolument pas constante. La planète accélère lorsqu'elle se rapproche du Soleil et ralentit lorsqu'elle s'en éloigne. C'est la deuxième loi de Kepler, qui ne sert absolument à rien dans cette vidéo. La loi qui va énormément nous intéresser par contre, c'est la troisième loi de Kepler. Et puisqu'elle est très importante dans cette vidéo, j'ai envie qu'on la démontre. Passez cette partie si la démonstration ne vous intéresse pas. Pour comprendre la démonstration de la troisième loi de Kepler, il est essentiel de comprendre la notion de vecteur unitaire. Dans un repère classique que vous avez l'habitude de voir, vous avez l'axe des abscisses en x, l'axe des ordonnées en y, et pour trouver les coordonnées d'un point, vous regardez combien de fois on se déplace des vecteurs unitaires. On prend un point quelconque m, on se déplace 2 fois du vecteur i, vous avez 2 pour les coordonnées de x. On s'est déplacé 3 fois de j, ce qui fait que pour my, vous avez 3. Ça fonctionne de la même manière pour n'importe quel autre repère en physique. Le repère le plus classique est le repère cartésien, où nous avons les 3 dimensions d'espace. Un repère classique où on a pour origine O et les vecteurs unitaires i, j, k. Cependant, le repère qui va nous intéresser ici est le repère de Fresnel. Le repère de Fresnel, il faut bien repérer son origine. Ce n'est pas S, ici on prend le système Terre-Soleil, mais c'est la Terre. C'est la Terre l'origine. Et les vecteurs unitaires sont le vecteur tangentiel, t, tangent donc
au cercle, et le vecteur normal n, qui est donc en direction du Soleil. Chaque point qui va être exprimé là-dedans va être exprimé en fonction de ces deux repères unitaires à partir de l'origine t. L'orbite de la Terre autour du Soleil est évidemment elliptique. Cependant, pour simplifier la chose, il est quasiment circulaire, donc on va considérer qu'il est circulaire. Dans notre situation, notre demi-grand axe A, vu qu'on prend ici une orbite circulaire, le rayon du cercle va être égal au demi-grand axe, ce qui fait qu'on appellera la distance Soleil-Terre non pas r, mais A. Dans notre situation, il faut bien distinguer les deux vecteurs unitaires. Pourquoi? Parce que la force que le Soleil exerce sur la Terre, qui est ce vecteur suivant, il ne dépend que du vecteur normal n, et pas de t. Étant donné que la force exercée par le Soleil sur la Terre est égale à sa norme multipliée par le vecteur normal n, et pas de t, parce qu'il ne dépend que de n, alors on peut en déduire cette formule. Cette formule est la première formule qui va nous être cruciale pour démontrer la troisième loi de Kepler. La deuxième formule sur laquelle on va devoir rebondir est la formule de la deuxième loi de Newton. Cette formule nous dit que la somme des forces extérieures exercées sur un corps de masse m, ici petit m c'est la masse de la Terre et grand M c'est la masse du Soleil, cette somme est égale à la masse du corps multipliée par le vecteur accélération. C'est vraiment là que la notion de vecteur unitaire va être importante par rapport au vecteur accélération. Le vecteur accélération, en physique, il a des coordonnées dans le repère de Freinet. Et puisqu'ici il ne dépend que du vecteur n et pas du vecteur t, on va prendre qu'une seule de ces coordonnées, les coordonnées qui dépendent du vecteur n. Cependant, ce qu'on doit faire avant tout est le bilan des forces qui s'exercent sur notre corps, ici la Terre. Ici, on simplifie la situation et on va dire que la seule force exercée par le Soleil est la force qu'exerce le Soleil sur la Terre. Ainsi, la somme des forces est égale à Fs de t. Donc cette formule revient à dire que Fs de t est égal à la masse du corps multipliée par le vecteur accélération. Cependant, ce vecteur-là ne dépend que de n, alors on va faire en sorte que le vecteur accélération ne dépende que de n. À présent, nous devons nous intéresser au vecteur accélération qui figure dans cette formule. Dans le repère cartésien, les coordonnées du vecteur accélération, donc les coordonnées, c'est ce qu'on a devant les vecteurs unitaires, donc devant le vecteur unitaire ij et k, c'est simplement la dérivée des coordonnées du vecteur vitesse en x, pareil pour y et pareil pour z. Le d sur dt en physique, c'est simplement la dérivée. En gros, c'est comme si vous avez juste Vx de t prime. Et à chaque fois, quand on dit 2t, quand on met entre parenthèses le t, simplement pour dire que ça dépend du temps. Donc ce n'est pas un calcul mathématique, c'est simplement un système de notation. Ça, c'est simplement la dérivée de Vx, au final. Cependant, dans le repère de Freinet, les coordonnées du vecteur accélération sont totalement différentes. Premièrement, nous ne sommes pas avec les mêmes vecteurs unitaires, nous sommes en fonction de n et de t. Et comme nous avons vu précédent, ce vecteur accélération, comme f de st, il va s'exprimer que en fonction de n. Ainsi, nous n'allons pas remplacer toute cette formule dans A, mais simplement prendre cette partie et la mettre dans A. Je préfère prévenir que le vecteur A qu'on trouve ici, c'est l'accélération, tandis que le petit a qu'on trouve ici, c'est le demi-grand axe, ou le rayon du cercle, dans la situation qu'on a. Ainsi, grâce au vecteur normal n, on peut exprimer cette formule de cette manière-là. Puis, on peut à présent barrer le vecteur unitaire des deux côtés. On arrive donc à cette formule, et on voit qu'on multiplie par m des deux côtés. Donc on peut barrer la masse de la Terre. De la même manière, on divise par A des deux côtés, ce qui nous permet de l'enlever d'un côté et d'en enlever qu'un seul de l'autre, en enlevant simplement le carré. On arrive donc à cette formule, qui nous sert pas à grand chose. On aimerait se débarrasser de la vitesse. Cependant, la vitesse de la Terre autour du Soleil, c'est la distance parcourue dans l'orbite sur le temps qu'elle met à le parcourir. On a bien une distance sur une variation de temps. La distance qu'elle parcourt, c'est l'orbite, qui est un cercle. Et on connaît le périmètre d'un cercle. C'est 2 fois le rayon, ici A, fois pi. Le rayon est donc bien le demi-grand axe. Et la durée qu'elle met à parcourir l'orbite, c'est simplement la période nommée grand T. On a donc V qui est égal à 2 pi A sur T. Et on peut donc remplacer la vitesse dans cette formule-là. Ainsi, en remplaçant le V dans la précédente formule, on arrive à cette formule-là. À présent, il ne nous reste plus qu'à tout simplifier, ce qui fait qu'on a 2 au carré 4, pi au carré pi carré, a au carré a carré, sur t, et le t on le met au carré aussi. Et à présent, pour trouver la formule de la loi de Kepler, il suffit juste qu'on s'arrange un peu, c'est qu'on fait en sorte de passer le t carré de l'autre côté de cette manière. Le a au carré, on le descend ici pour avoir en bas. Le 4 pi carré, on le laisse. Par contre, le gm, on va le descendre à la place du t carré. On arrive à cette formule qui est la formule de la troisième loi de Kepler. On remarque que 4 pi carré, ça reste forcément constant. G étant la constante gravitationnelle, c'est constant. Et m étant la masse du Soleil, elle va pas varier, donc tout ça en fait, c'est constant. On peut donc dire que t carré sur a au cube est égal à une constante qu'on appelle k. En réarrangeant la formule, on a t carré multiplié par a au cube. De cette manière-là, on voit bien que la période au carré est directement proportionnelle au cube du demi-grand axe.
Donc voilà, la troisième loi de Kepler nous dit que le carré de la période est proportionnel au cube du demi-grand axe. Ainsi, plus une planète sera éloignée du Soleil, et plus elle mettra du temps à réaliser une orbite. Autrement dit, plus on est proche du Soleil, et plus on tourne vite. Avant de continuer directement avec cette loi, pour qu'on puisse se laisser un peu de temps pour digérer ce qu'on a vu, j'aimerais qu'on essaie de comprendre comment avons-nous pu découvrir les points de Lagrange, sachant qu'au moment où ils ont été découverts, on ne cherchait pas à envoyer des satellites dans l'espace. Parlons un peu d'histoire. Au début de la vidéo, j'ai dit que les points de Lagrange ont été introduits dans le cadre du problème à 3 corps. En réalité, il est plus juste de parler du problème à n corps, car on aura un problème quel que soit le nombre de corps qu'on ajoute, si le nombre de corps de masse non négligeable dépasse 3. Alors, ce problème, dont le nom a été popularisé grâce à la série Netflix et au roman éponyme, peut être formulé ainsi. Lorsque n est égal 2, lorsqu'il y a donc 2 corps, les équations se réduisent à un problème central avec une trajectoire qui suit une conique. Conique, c'est une ellipse, une parabole ou hyperbole selon l'énergie du système. Il est entièrement résolu par les lois de Kepler. Cependant, quand on ajoute un troisième corps, le système devient bien plus complexe car il n'existe pas de solution analytique générale. En fait, pour n supérieur ou égal à 3, aucune solution analytique générale n'existe. Les interactions créent des effets complexes comme les résonances, les collisions et les éjections d'objets. Pour analyser ces systèmes, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser principalement des simulations numériques. En fait, on utilise tout le temps des simulations numériques, que ce soit en mécanique céleste pour l'étude des mouvements des planètes, des étoiles et des galaxies, en astrophysique pour la modélisation des amas stellaires et la formation des systèmes planétaires, en cosmologie pour la simulation de la dynamique des grandes structures de l'univers, et même dans des domaines tels que la fusion nucléaire pour la modélisation des particules en interaction dans les plasmas. Mais bon, certains vont dire, le problème à n corps, c'est parce qu'on utilise la mécanique newtonienne. Mais maintenant, avec la théorie de la relativité générale, le problème à n corps ne doit plus être un problème. C'est une bonne question, qui a pour réponse que le problème à n corps est plus compliqué dans le cadre de la relativité générale. En mécanique newtonienne, les forces sont instantanées, décrites par la loi de la gravitation universelle. En relativité générale, les choses sont radicalement différentes. Au lieu d'une force attractive instantanée, la gravité est interprétée comme une courbure de l'espace-temps causée par la masse et l'énergie. La gravité n'est pas une force, comme on voit tout le long de cette vidéo. La gravité est seulement une interaction fondamentale. De plus, en relativité générale, un objet ne suit pas une simple orbite elliptique autour d'un autre, mais un chemin géodésique dans un espace-temps courbé. Le cas le plus simple que l'on sait résoudre en relativité générale est le problème à 2 corps, en supposant que l'un des 2 corps est beaucoup plus massif que l'autre, par exemple un trou noir et une planète. On peut approximer la solution par la métrique de Schwarzschild, ou celle de Kerr pour un objet en rotation. Dans ce cas, la trajectoire de l'objet est décrite par la solution de Schwarzschild, ou de Kerr, ce qui permet d'expliquer en relativité générale l'avance du périhélie de Mercure, que la mécanique newtonienne n'a jamais su expliquer. De même, ça permet à la relativité générale d'expliquer les effets de l'antigravitationnel. La question qu'on se pose est donc pourquoi la relativité générale complique le problème à n corps. En relativité générale, même le problème à 2 corps exact est déjà extrêmement complexe. Il n'existe pas de solution analytique simple pour décrire 2 objets en interaction mutuelle. Contrairement à la gravité newtonienne où les forces s'additionnent simplement, en relativité générale, la courbure créée par chaque objet affecte la courbure totale de l'espace-temps. Donc imaginez la gueule des équations. De plus, les objets massifs émettent des ondes gravitationnelles, ce qui fait perdre de l'énergie au système et modifie les orbites de manière dynamique. Ainsi, comme en mécanique newtonienne, pour n supérieur à 2, on doit utiliser des simulations numériques. La relativité générale ne nous aide donc pas à décrire le problème à n corps. La question que vous posez donc est quel est le foutu rapport avec les points de Lagrange? Eh bien, Joseph Louis Lagrange, un très grand mathématicien italien et français, s'est attaqué au problème à 3 corps. Newton n'a pas su expliquer avec ses formules le comportement de 3 corps qui s'attirent. Et en 1772, Lagrange résolve le problème en prenant 2 corps massifs et un troisième dont on néglige la masse. C'est très clairement de la triche et il n'a pas du tout résolu en réalité le problème à 3 corps. Mais le cas de figure où il y a 2 corps massifs et un troisième dont on peut négliger la masse, eh bien en fait ça se trouve souvent dans la nature. On va le voir avec certains astéroïdes qui accompagnent Jupiter sur son orbite autour du Soleil par exemple. Lagrange propose une situation où on a 2 corps massifs et un troisième corps de masse négligeable. Par contre, si on introduit un troisième corps massif, le système ne fonctionne plus. On ne parle plus de point de Lagrange. Lorsqu'un corps de masse négligeable est introduit dans ce système, le mot négligeable est extrêmement important, son mouvement est affecté par l'interaction gravitationnelle des 2 corps principaux. On adopte un référentiel centré sur le barycentre du système, comme on a vu, pour analyser les positions où les forces s'équilibrent, donnant naissance au point de Lagrange. Ce troisième corps peut être un astéroïde, un satellite, ou même un vaisseau spatial cherchant à se positionner de manière stable sans nécessiter trop de corrections orbitales, comme une sorte de parking. Alors, les 5 points de Lagrange sont définis comme des positions où la force gravitationnelle des 2 corps principaux et la force centrifuge s'annulent, permettant ainsi à un troisième corps de rester en équilibre relatif. On a d'abord L1, L2 et L3.
calculés par Leonhard Euler et pas par Lagrange. Ces 3 points sont situés sur l'axe reliant les 2 corps principaux. Ils sont des points d'équilibre considérés comme étant instables. Pourtant, malgré leur instabilité, les points L1, L2 et L3 sont souvent exploités pour diverses missions spatiales, surtout L1 et L2, notamment pour placer des satellites en observation permanente d'un objet céleste sans trop de consommation de carburant. Par exemple, le télescope spatial James Webb est placé au point de Lagrange L2 du système Terre-Soleil. Le point L2 est situé à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre dans la direction opposée au Soleil. Ce point permet à James Webb d'avoir une stabilité orbitale tout en étant protégé des interférences thermiques et lumineuses du Soleil et de la Terre aussi. Le télescope peut pointer en permanence vers l'espace profond sans être ébloui par la lumière du Soleil, de la Terre et de la Lune. Les panneaux solaires de James Webb sont là car L2 étant un point stable, le télescope a besoin d'énergie pour effectuer des corrections et rester dans une bonne position. De plus, depuis L2, le télescope est constamment en vue de notre planète, permettant une communication plus fluide avec les stations terrestres. Mais bon, le télescope n'est pas exactement sur le point L2, mais en orbite autour de ce point, dans ce qu'on appelle une orbite de halo. Cette orbite est nécessaire car L2 est un équilibre instable, donc des corrections régulières sont nécessaires pour éviter que le James Webb ne dérive. Ainsi, c'est une correction d'orbite qui est réalisée en permanence. Sinon, L2 est un point stratégique utilisé aussi par d'autres missions, comme le télescope Gaia et le futur Nancy Grace Roman Telescope. Et pour parler de L1, le satellite SOHO, lancé en 1995 par l'ESA et la NASA, est placé au point de Lagrange L1 du système Soleil-Terre. Le point L1 est situé à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, mais cette fois dans la direction du Soleil. Cet emplacement est idéal pour observer en continu le Soleil sans être obstrué par la Terre. C'est le but même de SOHO en fait. Depuis L1, SOHO a une vue interrompue sur le Soleil, ce qui lui permet d'étudier son activité en permanence. Le satellite surveille les éjections de masse coronale et les vents soleil, permettant d'anticiper leurs effets sur la Terre, comme les aurores, les perturbations de satellites et des réseaux électriques. Comme L2, le point L1 permet à un satellite de flotter dans une région où la gravité combinée du Soleil et de la Terre équilibre la force centrifuge. Et comme le James Webb L2, SOHO est en orbite de halo autour du point L1. Cette orbite est nécessaire pour éviter que le satellite ne tombe dans une zone d'ombre de la Terre et pour mieux gérer la communication avec la Terre. Par contre, le point de Lagrange L3 du système Soleil-Terre n'est pas utilisé actuellement pour des missions spatiales. Le point L3 est situé de l'autre côté du Soleil. En d'autres termes, il est toujours caché derrière le Soleil depuis la Terre. Étant toujours derrière le Soleil, un satellite placé à L3 ne pourrait pas communiquer directement avec la Terre, à moins d'utiliser des satellites relais, ce qui serait complexe et en plus coûteux. Contrairement à L1 et L2 qui offrent des avantages pour l'observation solaire et astronomique, L3 n'a pas d'intérêt majeur qui justifierait une mission en fait. Et en plus, comme L1 et L2, L3 est un point d'équilibre instable, nécessitant des corrections fréquentes pour qu'un satellite reste en position. Certains ont spéculé que L3 pourrait être un bon endroit pour surveiller des astéroïdes ou des planètes hypothétiques situées en opposition au Soleil, mais aucune planète cachée n'a été trouvée évidemment. Une mission L3 pourrait étudier le Soleil sous un autre angle, mais ce rôle est mieux rempli par des satellites placés en orbite héliocentrique directement. Pour l'anecdote, dans la science-fiction, L3 est parfois associé à l'idée d'une planète jumelle de la Terre, cachée de l'autre côté du Soleil. Ce mythe a été popularisé dans des œuvres comme le film Doppelganger, ou en français Danger, planète inconnue, en 1969. Mais il est scientifiquement faux, la dynamique gravitationnelle rend impossible qu'une planète stable puisse rester cachée en L3. Mais sinon, nous n'avons pas démontré la troisième mode Kepler pour rien. Cette dernière va nous permettre de comprendre les raisons de l'existence de L1, L2 et L3. Regardons la formule de la troisième mode Kepler. On va s'attarder un peu plus sur A, le demi-grand axe, donc la distance d'un corps en orbite circulaire autour du Soleil, et sur M, la masse du Soleil. Si on a un objet qui est plus près du Soleil que la Terre, d'après la troisième mode Kepler, il devrait tourner plus vite que la Terre, et il n'aurait donc pas la même vitesse angulaire que la Terre. C'est tout l'objectif, il faut que le corps puisse tourner autour du Soleil avec la même vitesse angulaire que la Terre, donc il fasse le tour du Soleil en un an. Le cas dans lequel l'objet le plus proche du Soleil tournerait en un an aussi, ça serait en diminuant grand M. Cependant, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas diminuer la masse du Soleil. En revanche, on peut trouver un point où la masse de la Terre va compenser une partie de celle du Soleil. En fait, ce n'est qu'un jeu avec les forces. Le corps en jeu sera moins attiré par le Soleil et pourra faire un tour en une durée d'un an comme la Terre, simplement avec un jeu de compensation des forces. Ce point, où les attractions entre le Soleil et la Terre s'équilibrent parfaitement, c'est le point L1. Si on se rapproche trop de la Terre ou trop du Soleil, l'équilibre se défait, et c'est pour ça qu'on dit que le point est assez instable, car il faudrait corriger régulièrement notre trajectoire. Au point L2, on est plus éloigné du Soleil que la Terre. D'une certaine manière, selon la troisième mode Kepler, pour réaliser une orbite en un an, il faudrait cette fois-ci augmenter la masse du Soleil. Faire donc en sorte que la force d'attraction du Soleil soit plus forte. De la même manière que pour L1, c'est la Terre qui va s'en charger. L2 est le point où les attractions de la Terre et du Soleil s'additionnent. On peut donc tourner autour du Soleil en un an si on est situé à 1,5 million de kilomètres plus loin que la Terre sur l'axe Terre-Soleil. Sur cet axe se trouve évidemment L1, mais aussi L3. L3 n'est pas exactement situé à une distance au Soleil égale à la distance Terre-Soleil.
L3 est en réalité un poil plus loin que sur l'orbite de la Terre, car en L3, la Terre et le Soleil cumulent leurs forces gravitationnelles. Donc en L3, on peut avoir l'impression que le Soleil est plus massif selon la troisième mode Kepler. Si on veut que t soit toujours égal à une année, il faut donc augmenter la distance a. L3 est donc forcément plus éloigné, et comme L1 et L2, L3 est instable sur l'axe Terre-Soleil. Bon, voilà pour les points L1, L2 et L3 calculés par Euler. À présent, intéressons-nous aux points L4 et L5 calculés par Lagrange. Les points L4 et L5 forment un triangle équilatéral avec les deux corps principaux. L'angle entre la Terre, le Soleil et L4, ou L5, fait 60 degrés. Ces deux points sont des points d'équilibre stables si le rapport des masses satisfait ce qui est appelé le critère de stabilité de Lagrange. On ne va pas se lancer là-dedans. Pour comprendre L4 et L5, on va passer par autre chose. En fait, pour ces deux points, il s'agit d'une addition de vecteurs sur le barycentre. Au point L5, comme pour le point L4, notre corps va subir l'attraction du Soleil et de la Terre. Si on additionne les deux vecteurs, on tombe sur un point qui n'est pas le centre de masse du Soleil, mais qui est le barycentre du système Terre-Soleil. Il n'y a que deux points qui retombent sur le barycentre, c'est L4 et L5. Si on est trop proche de la Terre ou trop éloigné, on tombe sur un point qui n'est pas le barycentre, ce qui mènera à une orbite instable. Bon, on peut expliquer l'existence des points de Lagrange d'une autre manière plus précise, mais bien trop complexe pour de la vulgarisation scientifique. J'aimerais terminer en spécifiant que dans le système Soleil-Jupiter, des milliers d'astéroïdes appelés troyens sont localisés au point L4 et L5. Ces groupes sont appelés respectivement le camp des Grecs en L4 et le camp des Troyens en L5. C'est une référence directe à l'Iliade évidemment. Après, la définition de l'astéroïde troyen ne correspond pas que au système Jupiter-Soleil. Un astéroïde troyen de la Terre, 2020 XL5, a été détecté en L4 par exemple. Ces objets sont rares car les points L4 et L5 du système Soleil-Terre sont souvent perturbés par l'influence des autres planètes. Et pour ceux qui se demandent pourquoi n'en voit-on rien en L4 et L5 alors qu'ils sont stables, eh bien c'est simplement parce qu'ils n'offrent pas des avantages uniques pour l'observation du Soleil ou de l'espace profond. L4 et L5 ne présentent pas d'intérêt immédiat pour la recherche scientifique ou les missions spatiales actuelles. L1 est idéal pour observer le Soleil en continu, c'est pour ça qu'on a placé SOHO comme on a vu. L2 est parfait pour des télescopes car il offre une protection contre les interférences solaires et terrestres d'où James Webb et Euclide, mais L4 et L5 ne sont ni idéaux pour l'observation du Soleil, ni pour l'observation de l'univers profond. Voilà pour cette vidéo sur les points de Lagrange. Avant de terminer, je tiens à dire que la chaîne bénéficie à présent d'un monteur nommé Tao Coloni. Je ne ferai plus le montage. Je pourrai me payer les services du monteur grâce à vos dons sur Tipeee. Je remercie donc chaque tipeur pour leur soutien. Vous pouvez voter à présent dans la section communauté sur la chaîne, non pas pour la prochaine vidéo, mais pour la vidéo qui arrivera après la prochaine vidéo.